Avril 1945. À travers une Europe dévastée, les armées alliées avancent à travers les convulsions mourantes du Troisième Reich. Les forces américaines, britanniques et soviétiques pénètrent plus profondément en territoire allemand, libérant des villes, acceptant les redditions et poursuivant les restes des forces d'Hitler vers leur effondrement final. Mais alors que ces armées progressent, elles tombent sur quelque chose pour lequel la formation militaire ne les a pas préparées. Dans les forêts, dans les champs, derrière les barbelés et les miradors, elles trouvent les camps. Le système des camps de concentration nazis existe depuis 1933, passant de quelques centres de détention à un vaste réseau d'installations de travail forcé, de centres d'extermination et d'usines de la mort. En 1945, ce système englobe plus de 1000 camps et sous-camps s'étendant à travers l'Europe occupée par l'Allemagne. Des millions de personnes sont passées par ces portes. Des millions ne sont pas revenus. L'ampleur complète de ce qui s'est passé derrière ces clôtures reste inconnue pour les forces de libération. Les rapports de renseignement mentionnent des camps de travail, des installations de détention, des camps de prisonniers. Rien ne prépare les soldats à ce qu'ils découvrent réellement. La situation stratégique en avril 1945 rend ces découvertes inévitables. L'Allemagne s'effondre d'est en ouest. Les forces soviétiques se dirigent vers Berlin à travers la Pologne et l'Allemagne de l'Est. Les armées américaines et britanniques traversent le Rhin et se précipitent à travers le sud et le centre de l'Allemagne. À mesure que ces forces avancent, elles submergent camp après camp. Chaque découverte apporte le même choc, la même horreur, la même lutte pour comprendre ce qui se trouve devant elles. Les camps libérés au cours de ces dernières semaines incluent Bergen-Belsen dans le nord de l'Allemagne, découvert par les forces britanniques le 15 avril, Buchenwald en Allemagne centrale, atteint par les Américains le 11 avril, Dachau près de Munich, libéré le 29 avril, Mauthausen en Autriche, libéré le 5 mai, et des dizaines d'autres, certains grands, certains petits, tous témoignant de meurtres systématiques à une échelle industrielle. Ce que les libérateurs découvrent défie la compréhension. Des squelettes vivants en uniforme rayé titubent vers eux. Des montagnes de cadavres gisent non enterrés. Les chambres à gaz et les crématoriums se dressent comme des monuments à la mort mécanisée. Les survivants qui peuvent à peine se tenir debout, à peine parler, à peine croire que leur calvaire est terminé. L'odeur de la mort plane sur tout. La preuve des atrocités est partout. Rien dans l'expérience militaire antérieure ne se compare à cela. Les hommes qui libèrent ces camps viennent des fermes et des villes, de chaque coin d'Amérique, de Grande-Bretagne, du Canada, de France et de l'Union soviétique. Ce sont des équipages de chars et des soldats d'infanterie, des médecins et des ingénieurs, des journalistes et des photographes. Ils ont connu le combat, ont été témoins de destruction, ont enterré des camarades. Mais cela se révèle différent. Ceci ne révèle pas la violence de la guerre, mais la machinerie du génocide. Pas le chaos des batailles, mais la mise en œuvre systématique du meurtre de masse. En jeu, dans ces dernières semaines, se tient non seulement la victoire militaire, mais aussi le témoignage historique. Le régime nazi tente de cacher ses crimes en détruisant des documents, en évacuant des prisonniers, en assassinant des témoins. Les marches de la mort éloignent les prisonniers des forces alliées approchant, tuant des milliers de plus, même à l'approche de la libération. Les chambres à gaz à Auschwitz et dans d'autres camps de l'Est ont déjà été démolies par les Allemands en retraite. Mais assez reste, assez survit. Les preuves ne peuvent être entièrement effacées. Les camps eux-mêmes s'étendaient sur une vaste géographie. Les principaux camps de concentration comme Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen en Allemagne. Les centres d'extermination comme Auschwitz-Birkenau, Treblinka et Sobibor en Pologne occupée. Des camps de travail, des camps de transit, des sous-camps par centaines. Chacun sert un but dans la machinerie nazie d'oppression et de meurtre. Certains se concentrent sur le travail forcé, épuisant les prisonniers jusqu'à la mort. D'autres existent principalement pour l'extermination, tuant dès l'arrivée. La plupart combinent les deux fonctions, triant les vivants de ceux désignés pour une mort immédiate. En avril 1945, ce système approche de l'effondrement. Les gardes fuient. Les approvisionnements alimentaires cessent. La maladie se répand dans les baraquements surpeuplés. Des milliers de personnes meurent même à l'approche de la libération, leur corps s'ajoutant à des piles
qui submerge la capacité d'inhumation restante. Ceux qui survivent s'accrochent à la vie par des fils, soutenus seulement par l'espoir que les forces alliées arriveront avant que la mort ne les réclame également. Un officier britannique, entrant dans Bergen-Belsen, écrit plus tard « Aucune photographie, aucune description ne pourrait rendre compte des horreurs que j'ai vues. Les morts et les mourants gisaient en tas. Les vivants déchiraient les cadavres pour des vêtements. Je n'ai jamais rien vu de tel, et j'espère ne jamais revoir de telles choses. » La libération de ces camps se déroule sur plusieurs semaines, alors que les forces alliées envahissent le territoire allemand. Chaque camp libéré révèle des horreurs similaires avec des caractéristiques uniques. Chaque découverte force les soldats, les médecins et les journalistes à assister à l'humanité à son plus bas niveau. Chaque libération commence non pas par des célébrations, mais par des luttes désespérées pour garder les survivants en vie, pour documenter ce qui s'est passé, pour faire croire au monde ce qui semble presque incroyable. C'est l'histoire de ces libérations, racontée à travers les yeux de ceux qui étaient là, vue dans les images qu'ils ont capturées, rappelée dans les témoignages qu'ils ont laissés derrière eux. Le système des camps de concentration que les forces alliées rencontrent en 1945 représente le point culminant de 12 années de persécution, d'emprisonnement et de meurtres nazis. Comprendre ce que les libérateurs découvrent nécessite de comprendre comment ce système a évolué de la détention politique au génocide industrialisé. Le premier camp de concentration ouvre à Dachau le 22 mars 1933, juste quelques semaines après que Hitler prend le pouvoir. Conçu initialement pour détenir des opposants politiques, des communistes, des socialistes et d'autres ennemis de l'État nazi, Dachau établit le modèle que des centaines d'autres camps suivront. Barbelés, tours de garde, règles arbitraires appliquées par la violence brutale, travail forcé comme punition, mort comme routine. Au cours des années 1930, le système de camps s'étend. Sachsenhausen ouvre au nord de Berlin en 1936, Buchenwald, près de Weimar, en 1937. Flossenbürg, Mauthausen et Ravensbrück suivent. La population de prisonniers s'accroît pour inclure non seulement des opposants politiques, mais aussi des juifs, des roms, des témoins de Jéhovah, des homosexuels, des soi-disant asociaux, des criminels et toute personne que le régime juge indésirable. En 1939, plus de 25 000 personnes languissent dans des camps de concentration à travers le Grand Reich allemand. La guerre transforme tout. Alors que les forces allemandes conquièrent d'eau la Pologne, la France, les Pays-Bas et finalement une grande partie de l'Europe et de la Russie occidentale, le système des camps se métastase. Des camps de travail fleurissent dans les territoires occupés. Les camps existants s'agrandissent massivement. De nouvelles catégories de prisonniers envahissent le système, combattants de la résistance, otages, prisonniers de guerre qui violent la Convention de Genève, travailleurs forcés des territoires occupés. Les camps deviennent centraux pour l'économie de guerre nazie, fournissant des millions de travailleurs forcés pour l'industrie et l'agriculture allemande. Mais le travail ne représente qu'une fonction. En janvier 1942, la direction nazie se réunit à Wannsee, près de Berlin, pour coordonner la solution finale, l'assassinat systématique des Juifs d'Europe. Des camps d'extermination sont déjà en fonctionnement dans la Pologne occupée. Chelmno commence les opérations de mise à mort en décembre 1941 en utilisant des camions à gaz. Belzec ouvre en mars 1942, suivi par Sobibor et Treblinka. Auschwitz-Birkenau, à l'origine un camp de concentration, ajoute de vastes chambres à gaz et crématoires. Majdanek, près de Lublin, sert à la fois de camp de travail et de centre de mise à mort. Ces installations d'extermination fonctionnent avec une efficacité industrielle. Les trains arrivent transportant des Juifs de toute l'Europe occupée. Les gardes séparent les arrivants en deux groupes, ceux sélectionnés pour la mort immédiate et ceux jugés aptes au travail. Le premier groupe, généralement de 70 à 80%, marche directement vers les chambres à gaz déguisées en douche. En quelques minutes, le gaz toxique Zyklon B tue des centaines de personnes à la fois. Des unités spéciales de prisonniers retirent les corps pour les emmener au crématoire pour les brûler. Les biens sont triés, catalogués et expédiés en Allemagne. L'ensemble du processus, de l'arrivée à la crémation, prend des heures.
Les trains repartent vides, prêts à recueillir une autre cargaison de victimes. En 1944, la machinerie du génocide fonctionne à pleine capacité. Des transports arrivent quotidiennement à Auschwitz-Birkenau en provenance de Hongrie, de Grèce, de France, des Pays-Bas, de Belgique, d'Italie et d'autres endroits. Le camp tue jusqu'à 10 000 personnes par jour lors des déportations hongroises de mai à juillet 1944. Des scènes similaires se déroulent dans d'autres centres de mise à mort, bien qu'à plus petite échelle. Treblinka tue environ 900 000 personnes. Belzec revendique 600 000 victimes. Sobibor tue au moins 250 000 personnes. Les Alliés occidentaux connaissent l'existence des camps en 1944. Les rapports de renseignement, les témoignages de la résistance et les prisonniers évadés fournissent des détails sur les meurtres de masse. L'Union soviétique libère Majdanek en juillet 1944 et rend public ce qu'il découvre, bien que le public occidental reste sceptique. Les rapports semblent trop extrêmes pour être crus. Les nazis ne peuvent sûrement pas assassiner des millions de personnes. Les histoires exagèrent sûrement. La vérité complète reste non confirmée, non vue par des yeux occidentaux, doutée par beaucoup de ceux qui entendent les récits. Alors que les armées alliées se rapprochent de toutes parts à la fin de 1944 et au début de 1945, les SS tentent de dissimuler les preuves du génocide. Les chambres à gaz à Auschwitz cessent leurs opérations en novembre 1944. Des équipes de démolition SS font sauter les crématoires. Les documents sont brûlés. Alors que les forces soviétiques s'approchent d'Auschwitz en janvier 1945, les gardiens évacuent près de 60 000 prisonniers vers l'ouest lors de marches de la mort à travers la neige hivernale. Des milliers meurent d'exposition, de famine ou de balles lorsqu'ils ne peuvent pas suivre le rythme. Des évacuations similaires ont lieu à partir de camps à travers la Pologne et l'est de l'Allemagne. Les camps qui restent opérationnels en Allemagne en avril 1945 débordent de prisonniers évacués. Bergen-Belsen, à l'origine un petit camp d'échange pour prisonniers de marque, passe de 15 000 à plus de 60 000 détenus en avril. La nourriture disparaît. L'approvisionnement en eau échoue. Des épidémies de typhus font rage sans contrôle. Des centaines meurent chaque jour. Les corps s'entassent plus vite que les vivants ne peuvent les enterrer. Des catastrophes similaires se déroulent à Buchenwald, Dachau, Mauthausen et dans des dizaines de camps plus petits. Le système des camps nazis s'effondre sous son propre poids avant même l'arrivée de la libération. Les gardiens de camp savent que la fin approche. Certains fuient, d'autres restent à leur poste, incertains de ce qu'ils peuvent faire d'autre. Quelques-uns tentent des actes de gentillesse de dernière minute envers les prisonniers, espérant la clémence à l'arrivée des Alliés. La plupart attendent simplement, suivant les ordres, jusqu'à ce que les ordres cessent de leur parvenir. Dans certains camps, les gardiens tuent les prisonniers pour éliminer les témoins. Dans d'autres, ils abandonnent simplement leur poste, laissant les prisonniers enfermés derrière les barbelés attendre la libération ou la mort selon ce qui vient en premier. Les prisonniers eux-mêmes scrutent l'horizon à la recherche de signes de libération. Ils entendent l'artillerie au loin. Ils voient les gardes devenir nerveux. Les rumeurs circulent. Les Américains arrivent. Les Britanniques sont proches. Les Russes avancent. Certains prisonniers planifient des soulèvements. D'autres essaient simplement de survivre un jour de plus, une heure de plus, jusqu'à l'arrivée des secours. Beaucoup meurent dans les jours ou même les heures qui suivent leur libération, leurs corps étant trop endommagés pour se rétablir, même lorsque la nourriture et les médicaments arrivent finalement. Un prisonnier de Dachau se souvient plus tard « Nous entendions les canons se rapprocher chaque jour. Les SS devenaient désespérés. Certains fuyaient dans la nuit. D'autres parlaient de nous tuer tous avant l'arrivée des Américains. Nous ne savions pas si nous allions vivre pour voir la libération ou mourir dans les dernières heures. » Un officier du renseignement britannique informant les troupes s'approchant de Bergen-Belsen rapporte « Nous avons des informations sur un grand camp de détention à venir. Attendez-vous à des conditions médiocres. Préparez un soutien médical pour potentiellement plusieurs milliers de prisonniers. » Rien dans son briefing ne laisse entrevoir la réalité qui les attend. La scène se prépare pour la découverte. Les armées alliées avancent. Les camps attendent derrière leurs barbelés. Les prisonniers espèrent. Les gardes se préparent à fuir, à combattre ou à se rendre. Le monde reste largement ignorant de ce qui s'est passé
et de « ce que les libérateurs vont bientôt découvrir ». En quelques jours, les derniers camps seront envahis, les preuves seront documentées, les survivants raconteront leurs histoires, et rien n'effacera jamais ce qui est sur le point d'être révélé. Les premières libérations majeures de camps par les forces alliées occidentales ont lieu au début d'avril 1945, alors que les armées américaines s'enfoncent au cœur de l'Allemagne. Ces découvertes initiales établissent des schémas qui se répètent de camp en camp: choc, horreur, intervention médicale désespérée et le défi immense de maintenir les survivants en vie. Ohrdruf, un sous-camp de Buchenwald en Allemagne centrale, tombe aux mains des éléments de la 4e division blindée américaine le 4 avril 1945. Le camp abrite environ 9000 prisonniers lorsque les gardes reçoivent l'ordre d'évacuer. Dans les derniers jours avant la libération, les gardes SS exécutent des milliers de prisonniers trop faibles pour marcher. Les troupes américaines arrivant au camp trouvent des corps partout. Des piles de cadavres attendent d'être brûlés. Des gibets de fortune se dressent dans la cour. Les preuves physiques du meurtre systématique sont devant leurs yeux, indéniables. Le général Dwight Eisenhower visite Ohrdruf le 12 avril, accompagné des généraux Bradley et Patton. Eisenhower parcourt méthodiquement le camp, examinant chaque aspect de ce que les nazis ont créé. Il interroge les survivants par l'intermédiaire d'interprètes, posant des questions détaillées sur leur traitement, sur les exécutions, sur le fonctionnement du camp. Il étudie les chambres de torture, notant les instruments conçus spécifiquement pour infliger une douleur maximale. Le général Patton, un homme qui a mené des armées à travers 2 continents et a été témoin des réalités brutales de la guerre mécanisée, se détourne et vomit. La scène affecte même les commandants les plus endurcis par le combat, d'une manière que ce dernier n'a jamais fait. Eisenhower saisit immédiatement l'importance historique de ce qu'ils ont découvert. Il ordonne à toutes les unités américaines disponibles dans les environs de visiter le camp. Il veut que ces soldats voient de leurs propres yeux contre quoi ils se battent, pour comprendre que cette guerre représente quelque chose de plus qu'une simple conquête territoriale ou une manœuvre géopolitique. Il câble Washington et Londres, exhortant les responsables du gouvernement et les journalistes à venir visiter les camps personnellement. Il comprend que sans une documentation et des témoignages accablants, les générations futures pourraient tôt douter que de tels endroits aient existé. Une semaine plus tard, le 11 avril, des éléments de la 6e division blindée américaine approchent de Buchenwald, l'un des plus grands camps de concentration en Allemagne. Établi en 1937 sur la colline d'Ettersberg, près du centre culturel de Weimar, Buchenwald a accueilli plus de 250 000 prisonniers au cours de son fonctionnement. Le camp sert à plusieurs fins: travail forcé dans les Dokizan-Centro, usine d'armement, expériences médicales sur des sujets non consentants, torture et exécution des résistants, et famine systématique de ceux jugés racialement ou politiquement indésirables. Plus de 56 000 prisonniers meurent à Buchenwald avant l'arrivée de la libération. Alors que les forces américaines approchent du camp, des prisonniers de la résistance souterraine exécutent un soulèvement soigneusement planifié. Ces prisonniers, organisés secrètement pendant des mois, incluent des communistes, des socialistes et d'autres détenus politiques ayant une expérience militaire. Ils ont caché des armes, établi des réseaux de communication et se sont préparés pour ce moment. Lorsque les gardes SS commencent à fuir le 10 avril, les résistants saisissent leur opportunité. Ils maîtrisent les gardes restants, capturent tous les miradors et prennent le contrôle du bâtiment de l'administration du camp. Ils empêchent les massacres de dernière minute que les officiers SS avaient planifiés, sauvant des centaines de vies dans les dernières heures avant l'arrivée des Américains. Lorsque les chars américains franchissent les portes à 15h15 l'après-midi le 11 avril, ils rencontrent des prisonniers déjà maîtres de leur camp. Des drapeaux américains confectionnés à partir de morceaux de tissu pendent des miradors. Les prisonniers longent les routes, certains acclamant faiblement, d'autres simplement fixant avec incrédulité, n'arrivant pas à croire que le salut est réellement arrivé. Environ 21 000 prisonniers sont encore en vie dans le camp principal, avec des milliers d'autres dans des sous-camps à travers la région. Beaucoup de prisonniers ont à peine assez de force pour se tenir debout, encore moins pour célébrer leur libération. Le camp dans lequel entrent les Américains défie toutes les hypothèses sur le comportement humain et la société civilisée. Des baraquements construits pour loger peut-être 200 hommes en contiennent plus de 2000,
entassés si densément que les prisonniers dorment par roulement, se relayant pour se coucher pendant que d'autres restent debout. Les latrines débordent, l'assainissement a cessé de fonctionner et les maladies se propagent sans contrôle dans les espaces surpeuplés. Dans un bâtiment, les Américains découvrent une pièce séparée contenant des trophées grotesques, des abat-jours fabriqués à partir de peau humaine avec des tatouages distinctifs, des têtes réduites conservées en tant que curiosité et des dossiers médicaux minutieux documentant des expériences qui ont torturé des prisonniers sous couvert de recherches scientifiques. Le crématorium se dresse comme peut-être la preuve la plus glaçante du meurtre systématique. 4 fours conçus pour brûler des corps humains fonctionnent en continu pendant les périodes de pointe du camp. Même lors de la libération, des ossements restent dans les fours, preuve que la machine de mort a fonctionné jusqu'au dernier moment possible. À côté du crématorium, un bâtiment séparé abrite des cadavres empilés comme des bûches, attendant leur tour pour être brûlés. La logistique de la mort de masse, les processus industriels nécessaires pour tuer et disposer de milliers, devient horriblement clair pour les libérateurs. Le personnel médical arrivant avec les troupes de combat fait face à une catastrophe humanitaire sans précédent par rapport à tout ce que leur formation les a préparés à gérer. Le typhus, la tuberculose, la dysenterie, la pneumonie et d'autres maladies se propagent de façon incontrôlée parmi la population de prisonniers. La malnutrition a réduit des hommes adultes à des poids de 70 ou 80 livres, leur corps consommant les tissus musculaires après que les réserves de graisse ont disparu depuis des mois ou des années. Des plaies ouvertes et des ulcères couvrent des corps trop affaiblis pour combattre même de petites infections. Le personnel médical réalise rapidement que les protocoles de traitement conventionnels s'avèrent inadéquats pour les prisonniers dans une condition aussi extrême. Le défi de nourrir les survivants s'avère particulièrement complexe et tragique. Les soldats américains, émus par la compassion et l'horreur de l'état des prisonniers, partagent d'abord leurs rations K et leurs barres de chocolat. En quelques heures, les officiers médicaux constatent que des prisonniers meurent après avoir mangé. Leur système digestif, arrêté par une famine prolongée, ne peut pas assimiler les aliments riches. L'acte de manger, ce besoin humain le plus fondamental, devient dangereux, voire mortel, pour ceux qui ont été affamés au-delà de certains seuils. Le personnel médical doit mettre en œuvre des protocoles de réalimentation prudents et progressifs, en commençant par des soupes et des bouillons légers, augmentant lentement l'apport calorique sur des jours et des semaines. Malgré ces efforts, de nombreux prisonniers meurent du syndrome de réalimentation, leur corps étant incapable de s'adapter assez rapidement à une nutrition adéquate. L'impact psychologique sur les libérateurs se manifeste de différentes manières. Certains soldats s'effondrent en larmes, submergés par ce qu'ils découvrent. D'autres sont pris de rage, cherchant à se venger de tous les Allemands qu'ils rencontrent. Quelques-uns s'effondrent tout simplement émotionnellement, leur esprit les protégeant de la pleine compréhension de ce qu'ils voient. Ces hommes ont vécu le combat, ont vu des amis mourir, ont tué des soldats ennemis, mais la mort au combat survient dans un contexte, des soldats combattant d'autres soldats, la violence faisant partie des opérations militaires. Les camps révèlent quelque chose de catégoriquement différent, le meurtre systématique, bureaucratique et industrialisé de personnes sans défense. Les camps montrent que la cruauté peut être organisée, rationalisée et mise en œuvre comme une politique. Les photographes et les caméramens du corps des transmissions arrivent pour tout documenter dans les moindres détails. Ils filment les baraquements, les appareils de torture, le crématorium, les piles de cadavres, les survivants émaciés. Ils comprennent que ce qu'ils documentent semble si extrême que les sceptiques en douteront de l'authenticité. Les images doivent être complètes, incontestables et préservées pour l'histoire. Ces caméramens, professionnels entraînés à maintenir une distance émotionnelle avec leur sujet, se retrouvent à lutter pour garder leur caméra stable en filmant. Les images qu'ils capturent choqueront le monde et fourniront des preuves irréfutables pour les procès pour crimes de guerre. Les journalistes accompagnant les armées commencent à produire des rapports qui transforment la compréhension publique de la guerre. Edward R. Murrow, le présentateur le plus fiable d'Amérique, visite Buchenwald le 15 avril et diffuse ses observations ce soir-là. Son reportage, délivré avec son ton mesuré caractéristique, porte un poids émotionnel inhabituel. Il décrit les morts,
notant qu'il ne semble plus pleinement humain après une famine prolongée. Il parle des enfants dans le camp, 600 garçons allant de nourrissons à adolescents, beaucoup orphelins, tous portant des cicatrices psychologiques qui ne guériront peut-être jamais. Il interviewe des survivants qui lui montrent des tatouages, des cicatrices de coups et des preuves d'expériences médicales réalisées sans anesthésie. L'émission de Murrow comprend des détails qui rendent l'horreur concrète et indéniable. Il décrit sa rencontre avec le professeur Richer de la Sorbonne, un homme instruit réduit à se battre avec d'autres pour des restes de nourriture. Il note l'ironie que Buchenwald se trouve à seulement quelques kilomètres de Weimar, où Goethe a écrit des poèmes célébrant la dignité humaine et les Lumières. Il dit à son auditoire qu'il a rapporté des champs de bataille à travers l'Europe et le Moyen-Orient, mais rien ne l'a autant affecté que Buchenwald. Sa voix, habituellement contrôlée et professionnelle, porte une nuance de colère et de chagrin à peine réprimée. L'émission atteint des millions d'Américains, apportant la réalité des camps dans les salons à travers les États-Unis. Quelques jours après la libération, les autorités militaires américaines mettent en œuvre une politique délibérée de contraindre les civils allemands à faire face à ce qui a été fait au nom de leur nation. Des milliers de résidents de Weimar et des villes environnantes sont conduits à Buchenwald sous escorte militaire. Ils traversent le camp, voyant les preuves que beaucoup affirment n'avoir jamais soupçonnées. Ils voient les chambres de torture, les installations d'expérience médicales, le crématorium, les piles de cadavres. Ils rencontrent des survivants qui racontent leurs histoires par l'intermédiaire de traducteurs. Les soldats américains observent attentivement les réactions des civils allemands, cherchant des signes de choc véritables par opposition à une ignorance feinte. De nombreux Allemands affirment qu'ils ne savaient rien de la véritable nature du camp. Ils insistent sur le fait qu'ils croyaient que Buchenwald ne détenait que des criminels et des prisonniers politiques, détenus légalement selon la loi allemande. Ils expriment leur surprise face aux preuves de meurtres systématiques, de torture et d'expérimentation médicale. Les officiers américains accueillent ces affirmations avec mépris et colère. Le camp a fonctionné pendant 8 ans, à seulement 6 miles de Weimar. Des trains transportant des prisonniers arrivaient régulièrement. La fumée du crématorium était visible à des kilomètres, l'odeur des corps brûlés portés par le vent. L'idée que personne ne savait, que personne ne soupçonnait, frappe les Américains soit comme un mensonge massif, soit comme une preuve d'un aveuglement volontaire si profond qu'il équivaut à de la complicité. Certains civils allemands semblent véritablement horrifiés par ce qu'ils voient. Des femmes pleurent. Des hommes restent silencieux, incapables de comprendre les preuves devant eux. D'autres semblent insensibles, comme si la souffrance et la mort des prisonniers ne signifiaient rien pour eux, comme si ces victimes avaient en quelque sorte mérité leur sort. La diversité des réactions révèle la complexité de la relation de la société allemande avec les crimes nazis. Certains vraiment ignorants par évitement délibéré, certains coupables par participation active, certains complices par acceptation passive, et très peu qui ont résisté et en ont payé le prix. La libération de Buchenwald a lieu le même jour que la mort du président Franklin Delano Roosevelt à Warm Springs, en Géorgie. Le vice-président Harry S. Truman accède à la présidence, héritant d'une guerre presque gagnée, mais héritant également de la connaissance des camps et de la responsabilité de décider de la manière de réagir à ce qui a été découvert. Les preuves de Buchenwald et d'autres camps influenceront les politiques d'occupation en Allemagne, façonneront la structure des procès pour crimes de guerre et informeront les débats sur la culpabilité collective allemande par opposition à la responsabilité criminelle individuelle. Un soldat américain, instituteur dans l'Iowa avant la guerre, écrit plus tard dans son journal « Je suis soldat depuis 3 ans. J'ai débarqué en Normandie. J'ai combattu à travers la France. J'ai franchi le Rhin. Je pensais comprendre la guerre, comprendre ce que les hommes se font les uns aux autres au combat. Buchenwald m'a appris que je ne comprenais rien. La guerre, c'est des soldats qui se battent contre des soldats. Buchenwald est tout autre chose. La torture et le meurtre organisés de personnes sans défense, exécutés avec une efficacité bureaucratique. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu là-bas. Je ne pourrai jamais l'expliquer adéquatement à quiconque n'était pas là. » Un survivant de Buchenwald, un combattant de la résistance polonaise emprisonné en 1942, se souvient « Nous entendions l'artillerie se rapprocher depuis des jours. Les gardes devenaient nerveux. Certains ont pris la fuite.
D'autres parlaient de tous nous tuer avant l'arrivée des Américains. Le 10 avril, nous nous sommes soulevés et avons pris le contrôle du camp. Lorsque les chars américains ont franchi les portes le lendemain, j'ai pleuré. Pas exactement de joie, mais de soulagement, mêlé de chagrin. J'ai survécu, mais tant d'autres n'ont pas survécu. Mon frère est mort dans ce camp il y a 6 mois. Mon ami le plus proche est mort 2 semaines avant la libération. Je suis vivant, mais je suis vide à l'intérieur. L'homme que j'étais avant Buchenwald est mort quelque part dans ces baraquements. Je ne sais pas qui je suis maintenant. La libération de Buchenwald marque un tournant dans la façon dont les forces alliées comprennent la nature du régime nazi. Les rapports de renseignement ont mentionné des camps, des installations de détention et le traitement sévère des prisonniers. Mais la réalité physique de Buchenwald, l'ampleur de la mort, la nature systématique de la cruauté, les processus industriels conçus pour le meurtre de masse, dépassent toutes les attentes et la compréhension précédente. Le camp révèle que l'Allemagne nazie a mis en œuvre quelque chose au-delà des crimes de guerre traditionnels. Cela représente un génocide, la tentative d'extermination de catégories entières de personnes jugées racialement, politiquement ou socialement indésirables. Les nouvelles de Buchenwald se répandent rapidement à travers les armées alliées. Les officiers briefent leurs unités sur ce à quoi s'attendre s'ils rencontrent d'autres camps. Les équipes médicales se préparent à des scénarios de victimes massives impliquant des maladies, la famine et des traumatismes psychologiques. Les photographes et journalistes se positionnent pour documenter les prochaines découvertes. Chaque soldat comprend maintenant qu'il ne mène pas seulement une guerre, mais libère des victimes d'une atrocité systématique sans précédent. La nature de leur mission a évolué, passant de la victoire militaire à témoigner des crimes qui ne doivent jamais être oubliés ni répétés. 4 jours après Buchenwald, les forces britanniques avançant à travers le nord de l'Allemagne rencontrent Bergen-Belsen, un camp qui révèle l'effondrement catastrophique du système nazi dans ces dernières semaines. Ce qui attend la 11e division blindée britannique le 15 avril 1945 représente peut-être la découverte la plus choquante de toute la période de libération. Bergen-Belsen commence comme un camp relativement petit, conçu en 1943 en tant que camp d'échange pour les prisonniers juifs éminents qui pourraient être échangés contre des ressortissants allemands détenus à l'étranger. Le camp abrite quelques milliers de prisonniers dans des conditions tolérables selon les normes des camps de concentration. Mais alors que la guerre tourne en défaveur de l'Allemagne, Bergen-Belsen devient un dépotoir pour les prisonniers évacués des camps à l'Est. Des transports arrivent d'Auschwitz, de camps à travers la Pologne, de marches d'évacuation. La population explose, passant de 15 000 en janvier 1945 à plus de 60 000 en avril. Il n'existe aucune infrastructure pour soutenir cette population. Les baraquements construits pour quelques centaines abritent des milliers de personnes. Les approvisionnements en nourriture s'effondrent complètement. Les systèmes d'eau échouent. Les installations sanitaires cessent de fonctionner. Le typhus se répand sans contrôle à travers les baraquements surpeuplés. La dysenterie, la tuberculose et la famine font quotidiennement des centaines de victimes. Début avril, l'administration du camp abandonne simplement. Les gardes cessent de distribuer la nourriture. Les corps s'entassent plus vite que les vivants ne peuvent les enterrer. Le camp devient un piège mortel où les prisonniers attendent soit la libération, soit la mort, selon ce qui arrive en premier. Les forces britanniques approchant du camp négocient une trêve avec les commandants allemands locaux. Les officiers de la Wehrmacht, désespérés d'éviter que le typhus ne se propage à leurs propres troupes et aux civils allemands, acceptent de laisser le camp sans défense. Les troupes britanniques entrent sans opposition le 15 avril à 3 heures de l'après-midi. Rien ne les prépare à ce qu'ils découvrent. 10 000 cadavres gisent non enterrés dans tout le camp. Ils s'entassent à l'extérieur des baraques. Ils remplissent des fosses communes partiellement creusées mais abandonnées. Ils gisent à l'air libre, dans les baraques, le long des chemins, partout. Certains corps sont morts depuis des semaines. D'autres sont morts seulement quelques heures avant la libération. L'odeur de mort et de décomposition est si forte dans l'air que les soldats vomissent avant d'atteindre les portes du camp. Environ 60 000 prisonniers restent en vie, bien que ce mot s'applique à peine. Des milliers sont si proches de la mort que la libération arrive trop tard pour les sauver.
Des hommes et des femmes réduits à des squelettes vivants errent dans le camp, hébétés, l'esprit brisé par ce qu'ils ont enduré. Beaucoup ne peuvent pas parler. Beaucoup ne peuvent pas comprendre que la libération est arrivée. Ils continuent leur routine de survie, à la recherche de restes de nourriture, buvant de l'eau contaminée, évitant les zones où les gardes se tenaient autrefois, même si les gardes ont fui. Les soldats britanniques, endurcis par des années de combat à travers l'Afrique du Nord, l'Italie et le nord-ouest de l'Europe, s'effondrent devant ce qu'ils voient. Ils voient des femmes si émaciées que leur genre devient indiscernable. Ils voient des enfants, orphelins et seuls, trop faibles pour pleurer. Ils voient des prisonniers buvant dans des flaques d'eau contaminées par des cadavres. Ils voient du cannibalisme, des prisonniers si désespérés qu'ils consomment les morts. Ils voient l'humanité réduite à sa lutte la plus primale pour la survie. Le personnel médical arrivant avec les forces britanniques fait face à une situation impossible. 60 000 personnes ont besoin de soins médicaux immédiats. Des milliers nécessitent une hospitalisation. Tous ont besoin de nourriture, mais les nourrir risque de les tuer si cela est fait de manière inappropriée. Les installations hospitalières les plus proches se trouvent à des kilomètres. Le camp lui-même dispose d'une infrastructure médicale minimale. Les maladies font rage, menaçant non seulement les prisonniers, mais aussi les libérateurs. Les Britanniques établissent des protocoles de quarantaine, mais l'ampleur dépasse toute préparation. Le lieutenant-colonel Mervyn Gonin, commandant d'une unité de secours britannique, arrive peu de temps après la libération. Il décrit plus tard l'organisation des équipes d'inhumation, l'établissement d'hôpitaux de campagne et la tentative de distribution sécurisée de nourriture. Son unité travaille jour et nuit, mais les gens continuent de mourir par centaines chaque jour. Même avec le soutien médical britannique, plus de 13 000 prisonniers meurent dans les semaines qui suivent la libération. Leurs corps, trop endommagés par des années de mauvais traitements, ne peuvent tout simplement pas se rétablir. Les Britanniques amènent des bulldozers pour creuser des fosses communes. Ils photographient et filment tout. Les équipes de tournage documentent les montagnes de cadavres, les survivants squelettiques, les conditions horribles. Les images choquent les téléspectateurs du monde entier. Contrairement aux rapports antérieurs que certains ont rejetés comme exagération ou propagande, les preuves visuelles de Bergen-Belsen sont indéniables. Les caméras ne mentent pas. Le film capture une réalité que les mots ont du mal à transmettre. Parmi les morts se trouve Anne Frank, la jeune fille juive qui a tenu un journal intime pendant qu'elle se cachait à Amsterdam. Elle et sa sœur Margot survivent à Auschwitz pour mourir de typhus à Bergen-Belsen en mars 1945, juste quelques semaines avant la libération. Leur mort, comme des milliers d'autres, survient si près de la liberté que la tragédie s'accentue. Elles endurent tant, survivent si longtemps, pour mourir alors que le secours approche. Les autorités britanniques obligent les civils allemands des villes voisines à visiter le camp. Des milliers d'Allemands traversent Bergen-Belsen sous escorte militaire. Ils voient les cadavres, ils sentent la mort, ils rencontrent les survivants. Beaucoup prétendent ignorer, insistant sur le fait qu'ils ne savaient rien de ce qui s'est passé. Les officiers britanniques expriment leur mépris pour ces dénégations. Certains Allemands paraissent véritablement choqués. D'autres semblent indifférents, comme si la souffrance des prisonniers du camp ne signifiait rien pour eux. Le commandement britannique demande aux Allemands locaux d'aider avec les détails des enterrements, les faisant participer directement à la confrontation avec ce qui a été fait au nom de leur nation. La BBC diffuse des reportages depuis Bergen-Belsen. Richard Dimbleby, l'un des journalistes les plus respectés de Grande-Bretagne, fournit un témoignage oculaire qui transmet l'horreur au public britannique. Il décrit en détail ce qu'il voit, sachant que certains mettront en doute ses paroles. Il parle des morts gisant en tas, des vivants à peine distinguables des morts, des enfants qui ne se remettront jamais de ce qu'ils ont vécu. Sa diffusion, comme celle de Murrow depuis Buchenwald, oblige le monde à affronter une réalité que beaucoup préfèrent nier. Un officier médical britannique écrit plus tard « Je suis médecin. J'ai soigné des soldats blessés. J'ai pratiqué des amputations, retiré des balles, refermé des blessures terribles. Mais rien dans ma formation médicale ne m'avait préparé à Belsen. Ce n'étaient pas des blessures de guerre, c'était la famine systématique, la maladie systématique, le meurtre systématique par négligence.
J'ai essayé de les sauver, mais tant sont morts malgré tout ce que nous avons fait. Leur corps était tout simplement trop atteint. Une survivante, une jeune femme de Hongrie, se souvient plus tard. Quand les Britanniques sont venus, j'étais allongé dans une baraque avec des cadavres tout autour de moi. Je n'avais pas la force d'éloigner les corps. Je pensais que j'allais mourir là, parmi les morts. Un soldat britannique m'a trouvé, m'a ramassé. Je pesais peut-être 32 kilos et m'a porté jusqu'à une tente médicale. Il pleurait en me portant. Je me souviens avoir pensé « Pourquoi pleure-t-il ? C'est moi qui suis en train de mourir. » Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Il pleurait à cause de ce qui nous avait été fait. La libération de Bergen-Belsen marque un tournant dans la compréhension mondiale du système des camps nazis. Les rapports antérieurs pouvaient être rejetés par certains comme des exagérations. Bergen-Belsen offre une preuve visuelle qui réduit au silence les sceptiques. Les photographies et films pris par les forces britanniques circulent largement. Les journaux publient des images qui montrent aux lecteurs la réalité des atrocités nazies. Les preuves deviennent irréfutables, mais la découverte de Bergen-Belsen révèle aussi comment le système des camps s'est effondré dans ces dernières semaines. Ce n'était pas principalement un camp d'extermination conçu pour l'extermination comme Auschwitz ou Treblinka. Bergen-Belsen devient un camp de la mort par négligence et abandon, alors que l'administration nazie se désintègre. Les prisonniers meurent de faim et de maladie parce que personne ne prend la peine de les nourrir ou de leur fournir des soins médicaux. La machinerie du génocide se transforme en simple abandon, laissant les prisonniers mourir par manque de soins plutôt que par assassinat actif. Le résultat s'avère tout aussi meurtrier. Les Britanniques luttent non seulement contre la crise médicale, mais aussi contre le chaos organisationnel. Les survivants parlent des dizaines de langues. Ils viennent de toute l'Europe. Beaucoup ne se souviennent pas de leur propre nom ou d'où ils viennent. Les enfants errent seuls, leurs parents morts, incapables d'expliquer qui ils sont ou d'où ils viennent. Les Britanniques mettent en place des systèmes d'enregistrement, essayant de documenter chaque survivant, mais beaucoup meurent avant de pouvoir être enregistrés. D'autres demeurent trop confus ou traumatisés pour fournir des informations. Dans les semaines suivant la libération, Bergen-Belsen se transforme de camp de la mort en camp de personnes déplacées. Les survivants suffisamment forts pour se déplacer sont progressivement évacués vers de meilleures installations. Les plus gravement malades restent dans des hôpitaux de campagne établis à travers le camp. Les prisonniers de guerre allemands sont mis au service pour enterrer les morts et nettoyer le camp. Les officiers du gouvernement militaire britannique commencent la tâche écrasante de comprendre ce qu'il faut faire avec des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas de foyer où retourner, pas de famille les attendant, pas de pays prêt à les accueillir. L'horreur de Bergen-Belsen établit le modèle pour comprendre toute l'ampleur des crimes nazis. Ce n'est pas seulement un crime de guerre, c'est un génocide. C'est la tentative d'extermination de peuples entiers par le meurtre, la famine, la maladie et l'abandon. Les preuves sont sous les yeux du monde, capturées sur film, décrites par des témoins crédibles, indéniables dans leur ampleur et leur cruauté. Alors qu'avril 1945 avance vers mai, les forces américaines qui se précipitent à travers le sud de l'Allemagne et l'Autriche rencontrent les principaux camps restants. Chaque libération révèle la même horreur essentielle, mais chaque camp porte sa propre histoire particulière de cruauté et de souffrance. Dachau, le premier camp de concentration établi par le régime nazi, tombe aux mains d'éléments de la 45e division d'infanterie américaine et de la 20e division blindée le 29 avril 1945. Situé à seulement 16 km au nord-ouest de Munich, Dachau a fonctionné depuis mars 1933 comme le prototype de tous les camps qui ont suivi. Plus de 200 000 prisonniers passent par Dachau pendant ces 12 années d'opération. Plus de 41 000 y meurent d'exécution, d'expériences médicales, de famine et de maladie. Les troupes américaines approchant de Dachau rencontrent un train sur les voies menant au camp. 39 wagons à bestiaux restent immobiles sur les rails. À l'intérieur, les soldats américains trouvent environ 2000 cadavres. Ces prisonniers, évacués de Buchenwald quelques jours auparavant, sont morts durant le trajet de faim, de soif et d'étouffement dans les wagons verrouillés. Certains corps montrent des preuves que les prisonniers ont eu recours au cannibalisme dans leur ultime désespoir. Le train reste comme un monument aux marches de la mort
qui ont causé des milliers de morts alors même que la libération gagne l'Allemagne. Les Américains entrent dans le camp principal pour trouver 30 000 prisonniers vivants, dont beaucoup à peine. Contrairement à Bergen-Belsen, Dachau conserve une fonction administrative jusqu'au dernier jour. La nourriture reste rare, mais pas totalement absente. Le camp n'est pas plongé dans l'effondrement total qui caractérise Bergen-Belsen. Pourtant, Dachau révèle ses propres horreurs. La chambre à gaz, déguisée en salle de douche, est prête bien que jamais utilisée pour des exécutions de masse à cet endroit. Les fours crématoires contiennent encore des restes humains. Les dossiers d'expérimentation médicale documentent la torture infligée sous couvert de science. Expériences de congélation, tests en haute altitude, infections au paludisme et autres atrocités commises sur des prisonniers non consentants. La libération de Dachau se révèle chaotique et violente. Les soldats américains, enragés par ce qu'ils découvrent, exécutent plusieurs dizaines de gardes SS immédiatement après la prise du camp. Certains gardes sont abattus en tentant de se rendre. D'autres sont tués par des prisonniers qui les maîtrisent avant que les Américains ne puissent intervenir. La violence reflète la fureur ressentie par les libérateurs lorsqu'ils sont confrontés aux preuves de cruauté systématique. Des enquêtes militaires examinent plus tard ces exécutions, mais aucune punition sérieuse ne s'ensuit. Le jugement reste implicite. Les gardes SS à Dachau ont reçu un degré de clémence que leurs victimes n'ont jamais connu. Les prisonniers à Dachau comprennent des prisonniers politiques détenus depuis les années 1930, des juifs de toute l'Europe, des prisonniers de guerre soviétiques, des prêtres catholiques et des pasteurs protestants emprisonnés pour s'être opposés au régime, des résistants des pays occupés et d'autres considérés comme des ennemis de l'État nazi. Parmi les survivants se trouvent plusieurs prisonniers éminents, retenus comme des atouts potentiels de négociation, notamment le chancelier autrichien Kurt Schuschnigg et l'homme politique français Léon Blum. Leur libération offre une valeur de propagande, mais les milliers de prisonniers inconnus comptent tout autant. Les équipes médicales arrivant à Dachau appliquent les leçons tirées des libérations antérieures. Elles comprennent maintenant que nourrir les prisonniers affamés nécessite une gestion prudente. Elles établissent des protocoles pour traiter le typhus et d'autres maladies, tout en protégeant les libérateurs des infections. Elles installent des hôpitaux de campagne et commencent le triage systématique. Malgré ces améliorations, des centaines de prisonniers meurent dans les jours qui suivent la libération, leur corps étant trop endommagé pour survivre même avec des soins médicaux. Les commandants américains continuent la politique de forcer les civils allemands locaux à visiter le camp. Les habitants de la ville de Dachau, qui portent le même nom que le camp, sont conduits sous garde à travers les installations. Ils voient la chambre à gaz, les crématoires, les baraquements, les piles de cadavres pas encore enterrés. Ils rencontrent des survivants. Beaucoup d'Allemands affirment qu'ils ne savaient pas ce qui se passait dans le camp, malgré 12 années de son fonctionnement au milieu d'eux. Les soldats américains expriment du mépris et de la colère face à ces dénégations. La proximité du camp avec la ville rend l'ignorance impossible à croire. Plus au sud, en Autriche, le brutal camp de montagne de Mauthausen attend sa libération. Établi en 1938 près de la ville de Linz, Mauthausen se distingue comme l'un des camps les plus durs du système nazi. Construit autour d'une carrière de granit, Mauthausen force les prisonniers à transporter de lourdes pierres sur 186 marches depuis le fond de la carrière, une tâche qui tue des milliers de personnes par épuisement et chute. Les gardes poussent les prisonniers du haut des falaises pour le sport. Le camp est synonyme de condamnation à mort pour beaucoup de ceux qui y sont envoyés, en particulier les prisonniers de guerre soviétiques et les vétérans républicains de la guerre civile espagnole. Début mai 1945, les gardes SS à Mauthausen réalisent que la libération approche. Certains fuient, d'autres restent, incertains de ce qu'ils doivent faire. Les groupes de résistance des prisonniers planifient pour prévenir les massacres de dernière minute et protéger les survivants jusqu'à l'arrivée des forces américaines. Le 5 mai, des éléments de la 11e division blindée américaine atteignent le camp et acceptent sa reddition sans résistance. Ils trouvent environ 60 000 prisonniers vivants, beaucoup dans des camps annexes, dispersés dans toute la région. Mauthausen révèle le système des camps nazis en microcosme. Le camp principal abrite des prisonniers politiques,
des résistants et d'autres jugés particulièrement dangereux. Les sous-camps répartis dans toute la région fournissent de la main-d'œuvre esclave pour la production d'armements, les projets de construction et d'autres industries de guerre. La carrière elle-même se dresse comme un terrain de tuerie où les prisonniers travaillent jusqu'à ce qu'ils tombent morts d'épuisement. Le crématorium du camp, comme ceux d'autres camps, fonctionne 24 heures sur 24 pendant les périodes de pointe, brûlant les corps de ceux qui ont été assassinés ou épuisés à mort. La libération de Mauthausen a lieu juste 3 jours avant la reddition inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai. Le moment fait de Mauthausen l'un des derniers grands camps libérés. Les prisonniers y endurent plus longtemps que la plupart, survivant jusqu'au dernier moment de la guerre. Beaucoup meurent dans les dernières semaines, alors que les vivres disparaissent entièrement et que les gardes abandonnent toute prétention à maintenir l'ordre. Le taux de mortalité à Mauthausen s'accélère à l'approche de la libération, faisant de la survie une question d'heures et de chance. Un soldat américain entrant à Mauthausen écrit plus tard « L'odeur nous a atteints avant que nous ne voyions le camp. Ensuite, nous avons vu les prisonniers, si on peut les appeler ainsi. Ils ressemblaient à des cadavres ambulants. Beaucoup ne pouvaient pas marcher du tout. Ils gisaient dans les baraquements, dans la cour, partout où ils étaient tombés. Les gardes avaient fui, laissant ces gens mourir. Nous leur avons donné de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. Certains se sont rétablis. Beaucoup ne l'ont pas fait. Ils avaient trop survécu depuis trop longtemps. Leurs corps ont simplement cédé. » Un survivant de Mauthausen, un républicain espagnol qui a passé 6 ans dans le camp, se souvient « Chaque jour était une question de survivre un jour de plus. Vous vous réveillez, vous travaillez dans la carrière, vous essayez de ne pas être tué par les gardes ou de ne pas tomber des marches. La nuit, vous dormez si vous le pouvez, et vous espérez vous réveiller le matin. Quand les Américains sont venus, je ne pouvais pas croire que j'avais survécu. Tant d'autres ne l'ont pas fait. J'ai juste eu de la chance. » À travers l'Allemagne et l'Autriche fin avril et début mai, les petits camps et sous-camps tombent aux mains des forces alliées presque chaque jour. Chacun révèle le même schéma. Des prisonniers affamés, des piles de cadavres, des preuves de meurtre et d'abus systématiques. Nordhausen, un sous-camp de Buchenwald où des travailleurs esclaves produisaient des fusées V2, est libéré le 11 avril. Les troupes américaines trouvent 3000 cadavres et des milliers de prisonniers mourants. Gusen, un sous-camp brutal de Mauthausen, tombe le 5 mai avec des scènes d'horreur similaires. Des dizaines de petits camps à travers la Bavière, l'Autriche et le centre de l'Allemagne sont envahis alors que les forces alliées occupent leurs objectifs finaux. L'armée rouge soviétique, avançant depuis l'Est, libère des camps à travers la Pologne et l'Est de l'Allemagne des mois plus tôt. Majdanek tombe en juillet 1944. Auschwitz-Birkenau, le plus grand centre de mise à mort, est libéré le 27 janvier 1945. Les forces soviétiques trouvent environ 7000 prisonniers encore en vie, la plupart trop malades pour évacuer lors des dernières marches de la mort. Ils trouvent également des entrepôts remplis de biens pris aux prisonniers assassinés. Des centaines de milliers de costumes, robes, chaussures, lunettes, châles de prière et plus de 7 tonnes de cheveux humains préparés pour être expédiés aux usines de textiles. Les libérations soviétiques reçoivent initialement moins d'attention dans les médias occidentaux, en partie parce que les journalistes occidentaux ne peuvent pas facilement accéder aux territoires contrôlés par les soviétiques, en partie parce que le scepticisme à l'égard de la propagande soviétique pousse certains à douter de leur rapport. Mais la documentation soviétique s'avère tout aussi dévastatrice. Les caméramens soviétiques filment les ruines des chambres à gaz, des crématoires, des baraquements, des survivants. Les preuves corroborent ce que les forces occidentales trouvent dans les camps à travers l'Allemagne. À la mi-mai 1945, la libération du système de camps de concentration nazi est complète. Chaque camp principal est ouvert. Chaque sous-camp tombe sous le contrôle des Alliés. Des centaines de milliers de prisonniers se retrouvent libres, bien que beaucoup meurent dans les semaines et mois suivant la libération malgré les soins médicaux. L'ampleur totale du génocide nazi devient indéniable. Les preuves sont conservées dans des photographies, des films, des documents, des témoignages et les camps physiques eux-mêmes. Les libérations ne marquent pas une fin, mais un commencement. Le commencement de la compréhension de ce qui s'est passé, le début de la justice pour les victimes, le début de la documentation et du souvenir,
le commencement de la question de savoir comment de telles atrocités ont pu se produire et comment l'humanité pourrait prévenir leur récurrence. Les camps sont vides maintenant, mais leur signification résonnera à travers les générations. La libération des camps de concentration nazis en 1945 marque un tournant dans l'histoire de l'humanité, obligeant le monde à affronter le génocide industrialisé et la déshumanisation systématique à une échelle jusque-là inimaginable. Les camps révèlent non seulement les crimes de l'Allemagne nazie, mais aussi la capacité de l'humanité à organiser le mal et les conséquences du totalitarisme, du racisme et de la haine non contrôlée. La signification stratégique des libérations de camps dépasse la crise humanitaire immédiate. La découverte des camps renforce la détermination des Alliés pendant les dernières semaines de la guerre et influence les politiques d'occupation dans l'Allemagne vaincue. Les plans pour la dénazification, les procès pour crimes de guerre et le démantèlement des institutions nazies gagnent en urgence à mesure que l'ampleur des atrocités nazies devient indéniable. Les camps prouvent que la guerre contre l'Allemagne nazie n'était pas seulement un conflit géopolitique, mais un impératif moral, une lutte contre un régime qui a industrialisé le meurtre et tenté d'exterminer des peuples entiers. Les procès de Nuremberg, commençant en novembre 1945, placent les crimes des camps de concentration au centre des poursuites contre les dirigeants nazis. Les preuves provenant des camps, documents, photographies, films et témoignages de survivants s'avèrent essentielles pour obtenir des condamnations. Les procès établissent des précédents juridiques pour la poursuite des crimes contre l'humanité et du génocide, concept qui intègre le droit international directement à cause de ce qui s'est passé dans les camps. La justice reste imparfaite et incomplète, mais le principe selon lequel de tels crimes ne peuvent rester impunis prend racine dans la jurisprudence internationale. Les conséquences à long terme redéfinissent profondément le monde d'après-guerre. L'Holocauste, le meurtre systématique de 6 millions de Juifs ainsi que de millions d'autres personnes jugées indésirables par l'idéologie nazie, est compris comme une catastrophe unique nécessitant souvenir et étude. Les camps servent de preuve que le génocide peut être mis en œuvre à travers des méthodes bureaucratiques et industrielles modernes, que des nations civilisées peuvent sombrer dans la barbarie, que cela peut arriver ici, reste un avertissement que chaque société doit entendre. La création de l'État d'Israël en 1948 est directement liée à l'Holocauste et aux libérations des camps. Les images des survivants dans les camps de personnes déplacées, la réalité que des centaines de milliers de Juifs européens n'ont pas de foyer où revenir, la reconnaissance que les communautés juives d'Europe ont été en grande partie détruites, tout cela contribue au soutien international pour l'établissement d'une patrie juive. L'Holocauste devient indissociable des arguments pour l'autodétermination et la souveraineté juive. Les camps influencent également la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations unies en 1948. L'accent mis par le document sur la dignité humaine, la liberté de torture, la protection contre la persécution et les droits fondamentaux reflète une réponse directe aux atrocités nazies révélées par les libérations des camps. Le principe selon lequel certains droits transcendent la souveraineté nationale émerge de la reconnaissance que la communauté internationale a la responsabilité de prévenir un autre Holocauste. La mémoire et la commémoration des camps évoluent au fil des décennies. De nombreux camps deviennent des sites commémoratifs et des musées. Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald et d'autres préservent les baraquements, les chambres à gaz et les crématoires comme preuve et pour l'éducation. Les commémorations annuelles marquent les anniversaires de libération. Le 27 janvier, date de la libération d'Auschwitz, devient la journée internationale de la mémoire de l'Holocauste. Les témoignages de survivants, recueillis par des organisations comme la Fondation USC Shoah, conservent des récits de première main pour les générations futures. Différentes nations se souviennent des camps de manière différente, reflétant des expériences historiques et des perspectives variées. Pour Israël, l'Holocauste représente le dénouement catastrophique de millénaires de persécutions juives et la justification d'un État juif. Pour l'Allemagne, les camps incarnent la honte nationale et la responsabilité, commémorées à travers l'éducation, des mémoriaux et la reconnaissance continue de la culpabilité. Pour la Pologne et d'autres nations d'Europe de l'Est,
Les camps représentent la souffrance sous l'occupation totalitaire. Pour les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, la libération représente la justification morale de l'effort de guerre. Ces souvenirs divergents sont parfois en conflit, mais tous reconnaissent l'importance fondamentale des camps. Les leçons que les camps enseignent restent contestées mais essentielles. Elles révèlent que le génocide nécessite planification, mise en œuvre, et la coopération ou l'indifférence de milliers de personnes ordinaires. Les gardiens de camps, les administrateurs, les médecins qui ont mené des expériences, les ingénieurs qui ont conçu les chambres à gaz, les bureaucrates qui ont organisé les déportations, la plupart n'étaient pas des fanatiques idéologiques, mais des individus ordinaires qui ont participé à un mal extraordinaire. Cette vérité inconfortable remet en question les récits rassurants sur le bien et le mal, forçant à reconnaître que des personnes ordinaires peuvent commettre des atrocités dans certaines conditions. Les camps mettent en garde contre la déshumanisation de tout groupe, les dangers du totalitarisme, peu importe l'idéologie, la nécessité de protéger les droits humains et la dignité, et la responsabilité de résister à l'injustice même lorsque la résistance a un coût. Ils montrent que la civilisation n'offre qu'une mince couche sur la capacité de l'humanité à la cruauté, et que cette couche nécessite un entretien constant à travers l'éducation, l'engagement moral et la défense vigilante des valeurs démocratiques et des droits humains. La place des libérations des camps dans le récit plus large de la Seconde Guerre mondiale reste centrale. Tandis que les historiens militaires analysent les batailles, les stratégies et les campagnes, les camps expliquent pourquoi la guerre importait moralement. Ils justifient la cause alliée rétrospectivement et rappellent aux générations suivantes que certains conflits ne concernent pas seulement les intérêts nationaux, mais aussi des questions fondamentales de dignité humaine et de survie. Les camps font de la Seconde Guerre mondiale non seulement un autre conflit de grande puissance, mais une lutte contre le mal qui devait être gagnée. Les historiens continuent de débattre de la quantité d'informations que les dirigeants alliés avaient sur les camps pendant la guerre et si davantage aurait pu être fait pour arrêter le génocide. Des rapports de renseignement ont atteint les capitales alliées. Des propositions de bombardement des lignes ferroviaires vers Auschwitz ont été envisagées et rejetées. La décision de privilégier la victoire militaire sur des opérations de sauvetage spécifiques reste controversée. Ces débats sont importants car ils obligent à examiner la responsabilité des nations dans la prévention du génocide au-delà de leurs frontières. Les camps incitent l'humanité à se rappeler non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi cela s'est produit et comment prévenir la récurrence. Le génocide ne s'est pas terminé en 1945. Le Cambodge, le Rwanda, la Bosnie, le Darfour et d'autres lieux d'atrocités de masse démontrent que les leçons restent incomplètement apprises. Les camps se tiennent comme des avertissements que la civilisation reste fragile, que la haine peut être mobilisée pour le meurtre, que l'indifférence permet l'atrocité et que la vigilance éternelle contre le racisme, le totalitarisme et la déshumanisation reste nécessaire. Comme le réfléchit plus tard un historien, la libération des camps a révélé l'humanité à la fois dans ce qu'elle a de pire et de meilleur, le pire dans ce qui avait été fait aux prisonniers, le meilleur dans la réponse des soldats ordinaires, médecins et travailleurs humanitaires qui ont affronté une horreur inimaginable et ont répondu avec compassion et détermination pour aider. Les camps nous enseignent ce dont nous sommes capables, tant le mal que le bien. La capacité que nous choisissons de développer détermine notre avenir. La fumée des crématoires s'est dissipée depuis longtemps. Les survivants se font de moins en moins nombreux chaque année, au fur et à mesure que le temps emporte ceux que les camps n'ont pas tués. Mais la mémoire demeure, préservée dans les films, dans les photographies, dans les témoignages, dans les camps eux-mêmes. Le monde qui a découvert ces camps en 1945 a promis « plus jamais ça ». Cette promesse, imparfaitement tenue, reste l'obligation de l'humanité envers ceux qui sont morts et ceux qui ont survécu. Les camps doivent être rappelés pour que ce qu'ils représentent ne soit jamais répété. La libération des camps se termine, mais la crise humanitaire s'intensifie. À travers l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne, des centaines de milliers de survivants font face à un avenir incertain, tandis que les forces alliées peinent à fournir des soins de base et à déterminer ce qui va suivre. Le bilan humain total du système des camps de concentration nazis défie tout recensement exhaustif. Les camps eux-mêmes
revendique plus d'1 million de vies à travers les exécutions, la famine, les maladies, les expériences médicales et les meurtres systématiques. Les centres d'extermination, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno et Majdanek, comptent environ 3 millions de morts supplémentaires, la grande majorité étant des victimes juives de la solution finale. Les marches de la mort durant les derniers mois de la guerre tuent des dizaines de milliers de personnes de plus. Les chiffres exacts ne seront jamais connus avec certitude. De nombreuses victimes ne laissent aucun registre, aucune trace, rien qu'une absence là où la vie existait auparavant. À Bergen-Belsen seulement, plus de 13 000 prisonniers meurent dans les semaines suivant la libération malgré l'intervention médicale britannique. Leurs corps, ravagés par le typhus, la tuberculose, la famine et la dysenterie, ne peuvent se rétablir même avec de la nourriture et des médicaments. Le personnel médical regarde impuissant les patients mourir car les dommages infligés sur des mois ou des années s'avèrent irréversibles. Des scènes similaires se déroulent à Dachau, Buchenwald, Mauthausen et dans des dizaines de camps plus petits. La libération arrive trop tard pour des milliers qui survivent juste assez longtemps pour voir la liberté avant que la mort ne les réclame. Les traumatismes psychologiques parmi les survivants s'avèrent aussi dévastateurs que les blessures physiques. Beaucoup de prisonniers sortent des camps incapables de parler, leur esprit brisé par ce qu'ils ont enduré et vu. D'autres parlent de manière compulsive, racontant désespérément leurs histoires à quiconque veut bien écouter, poussés par le besoin de faire comprendre au monde. Les enfants libérés des camps montrent des symptômes que le personnel médical a du mal à catégoriser. Méfiance profonde, incapacité à se lier aux autres, instinct de survie extrême et un vide dans leurs yeux qui témoignent d'expériences qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. La névrose de guerre et l'épuisement au combat, des conditions bien comprises par la médecine militaire, ne fournissent pas de cadres adéquats pour comprendre les traumatismes des survivants. Ces prisonniers n'ont pas vécu un combat intense et bref, mais une déshumanisation systématique prolongée sur plusieurs mois ou années. Ils ont vu des membres de leur famille assassinés. Ils ont été battus, affamés, torturés, forcés d'assister à des atrocités et dépouillés de toute dignité humaine. Les cicatrices psychologiques ne guériront jamais entièrement pour de nombreux survivants. Les prisonniers de guerre détenus dans des camps de concentration, plutôt que dans des camps de prisonniers de guerre, représentent une catégorie particulière de souffrance. Les prisonniers soviétiques en particulier subissent un traitement horrible, le régime nazi ayant décidé que les prisonniers de guerre soviétiques échappent aux protections de la Convention de Genève. Approximativement 3 millions de prisonniers de guerre soviétiques meurent en captivité allemande, beaucoup dans des camps de concentration, de faim, d'exposition, d'exécution et de travail forcé. Ceux qui survivent craignent souvent de retourner en Union soviétique, sachant que Staline considère la capture comme une trahison et qu'une incarcération dans le goulag peut les attendre. Le bilan civil s'étend au-delà des prisonniers des camps pour inclure des millions de personnes déplacées par la guerre, l'occupation et le génocide. À travers l'Europe, plus de 11 millions de personnes déplacées errent sur les routes, cherchant des foyers qui n'existent plus, des familles qui sont mortes, des communautés qui ont été effacées. Les survivants juifs font face à des défis particuliers. Leurs maisons ont été saisies, leurs communautés détruites, leurs familles assassinées. Beaucoup n'ont nulle part où retourner et personne vers qui revenir. La Pologne, qui abritait la plus grande population juive d'Europe avant la guerre, voit moins de 300 000 juifs survivre d'une population d'avant-guerre de 3 300 000. Les camps de réfugiés établis par les autorités alliées débordent de personnes déplacées. L'UNRWA, l'Administration des Nations Unies pour le Secours et la Reconstruction, peine à fournir nourriture, abris, soins médicaux et services de base à des millions de personnes. Les anciens camps de concentration, nettoyés et désinfectés, deviennent des camps de personnes déplacées, abritant des survivants qui n'ont nulle part où aller. L'amère ironie, vivre dans les mêmes camps qui les ont autrefois emprisonnés, n'échappe pas aux survivants, mais les alternatives restent limitées. Les enfants présentent les cas les plus déchirants. Des milliers d'enfants survivent aux camps orphelins, souvent incapables de se souvenir de leur vrai nom ou de leur origine. Les travailleurs humanitaires établissent des centres pour enfants,
tentant de fournir des soins et d'aider les enfants à retrouver une apparence d'enfance normale. Mais ces enfants ont vu des choses qui leur ont volé leur innocence pour toujours. Ils ont vu des parents assassinés. Ils ont cherché de la nourriture parmi les cadavres. Ils ont appris que l'on ne peut pas faire confiance aux adultes, que le monde est fondamentalement dangereux, que la survie nécessite une vigilance constante. La destruction physique va au-delà des pertes humaines. Les camps eux-mêmes se dressent comme des monuments à la cruauté systématique. Les bâtiments qui abritaient la torture, les chambres à gaz conçues pour le meurtre de masse, les crématoires qui ont brûlé des milliers de corps, tout reste comme preuve. Les autorités alliées préservent de nombreux camps comme sites de documentation, comprenant que les générations futures devront voir les preuves physiques pour croire ce qui s'est passé. Les infrastructures dans tout le camp sont en ruine ou contaminées par des maladies. Les baraquements infestés par le typhus nécessitent d'être brûlés ou complètement désinfectés. Les systèmes d'eau contaminés par des cadavres et des déchets humains doivent être reconstruits. Des fosses communes parsèment le paysage, certaines correctement marquées, d'autres creusées à la hâte et à peine recouvertes. La tâche d'identifier et d'enterrer dignement les morts dépasse les ressources disponibles. Les familles recherchent désespérément des proches disparus. Les centres de la Croix-Rouge établissent des services de recherche où les survivants affichent les noms de ceux qu'ils cherchent et des listes de ceux dont ils savent qu'ils ont survécu. Les murs dans les camps pour personnes déplacées se couvrent de photographies et de notes manuscrites. Recherche Myriam Rosenthal de Varsovie. Recherche des informations sur Jacob Levy, vu pour la dernière fois à Auschwitz. Toute personne connaissant la famille Goldberg de Lodz, veuillez contacter. La plupart des recherches se terminent par le chagrin lorsque les survivants apprennent que des familles entières ont péri. Les jours et les semaines qui suivent immédiatement la libération apportent un soulagement mêlé de souffrance continue. La nourriture arrive, mais les prisonniers affamés ne peuvent pas manger des rations normales sans tomber malades. Les médicaments arrivent, mais les maladies se sont propagées au-delà de ce que les antibiotiques peuvent guérir. Les abris arrivent, mais des milliers de personnes restent sans foyer. L'ampleur de la crise humanitaire dépasse même la puissance des organisations militaires alliées et des agences internationales de secours. Les corps continuent d'exiger un enterrement pendant des semaines après la libération. À Bergen-Belsen, les forces britanniques utilisent des bulldozers pour creuser des fosses communes suffisamment grandes pour des milliers. Les prisonniers de guerre allemands et les civils allemands réquisitionnés pour le travail s'occupent du travail macabre sous supervision. Des photographies capturent ces opérations d'enterrement, préservant la preuve de l'ampleur de la mort. Les images choquent le monde, mais servent aussi l'objectif essentiel de documentation. Des tombes, cimetières et monuments commémoratifs commencent à apparaître sur les sites de libération. Certains sont formels, marqués de croix ou d'étoiles de Delinditsis, David. D'autres sont temporaires, des inhumations hâtives qui recevront plus tard des marqueurs appropriés. Les survivants organisent des services religieux lorsque cela est possible, tentant de fournir une certaine dignité aux morts, même lorsque les pratiques funéraires traditionnelles s'avèrent impossibles compte tenu du nombre impliqué. Le personnel médical des armées de libération travaille aux côtés des médecins qui ont survécu au camp. Ces médecins survivants possèdent une connaissance des maladies et des conditions des camps qui s'avèrent inestimables pour les traitements. Ils savent comment nourrir ceux qui meurent de faim, comment traiter les maux spécifiques au camp, comment identifier ceux qui ne peuvent être sauvés. Leur expertise, née de nombreuses années de pratique de la médecine dans des conditions impossibles, sauve des vies après la libération. Une infirmière américaine travaillant à Dachau écrit plus tard « Chaque jour, nous perdions des patients que nous aurions dû pouvoir sauver. Mais leur corps avait trop enduré. Le cœur d'un homme s'arrête simplement. Une femme succombe à l'infection parce que son système immunitaire ne fonctionne plus. Un enfant meurt parce que ses organes ont été endommagés au-delà de toute réparation. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Ce n'était jamais assez. » Un survivant juif d'Auschwitz, recherchant sa famille dans un camp de personnes déplacées, se souvient « J'ai trouvé le nom de ma sœur sur une liste des morts à Bergen-Belsen. Elle a survécu à Auschwitz pour mourir du typhus 2 semaines après la libération. J'étais un jour trop tard. Si je l'avais trouvée plus tôt, aurais-je pu l'aider? Je ne le saurais jamais. Toute ma famille est partie.
Je suis le seul qui reste. La suite immédiate de la libération révèle non seulement ce que les camps ont fait aux prisonniers, mais aussi ce qu'il faudra aux survivants pour reconstruire une vie quelle qu'elle soit. La récupération physique s'avère difficile. La guérison psychologique peut s'avérer impossible. La quête de justice ne fait que commencer, et le monde doit maintenant affronter ce qui a été permis de se produire et s'assurer que cela ne se reproduise jamais.